Salut, je m'appelle Jimmy Silvestri et je vais te lire une œuvre que j'ai écrite qui s'appelle Tania. Chapitre 6. Des paroles acrimonieuses, première partie. Aide-la à sortir, chérie. Moi, je m'occupe de prendre ses affaires. C'est bon, maman, je peux m'en sortir toute seule. Mon père vint quand même m'ouvrir la porte de la voiture. Je me dépêchai de détacher ma ceinture et saisissais mon sac qui se trouvait à mes pieds. Cette posture me fit extrêmement mal, mais je ne laissai rien transparaître sur mon visage. Malgré le froid de décembre, j'étais en sueur sous mon manteau. Mes parents n'osaient pas s'éloigner de moi, comme si, tel un objet fragile, je risquais à tout moment de m'abattre sur le sol et de me briser en 1000 morceaux. « Tu as fermé la voiture ?» demanda mon père à ma mère, une fois dans l'ascenseur. « Oui, ne t'en fais pas, » lui répondit-elle. Arrivé dans l'appartement, j'ôtai mon manteau puis m'asseyai sur le canapé. Des rayons lumineux frappaient le côté droit de mon visage. Ma mère revint de la cuisine avec un verre d'eau afin d'arroser mon bonsaï qui prenait le soleil sur la table basse. Mon père était resté près de l'entrée, à regarder aux alentours les petits détails de mon appartement, pareil à un enfant qui observerait pour la première fois un paysage inconnu. Il ne voulait pas trop s'attarder. Ma mère retourna rapidement déposer le récipient presque vide dans la cuisine et revint dans le salon. Elle jeta un regard à mon père avant de me traduire la pensée de ce dernier par « On va se dépêcher de faire les courses, on revient, d'accord ?» Je hochai la tête. « Tout ira bien ?»« Oui, » répondai-je. Je fus saisi d'une violente quinte de toux. « Très bien, » lâcha ma mère peu convaincue. « À tout à l'heure. » La porte claqua derrière elle. Je les entendais s'éloigner petit à petit de moi. Je m'allongeai car je me sentais faible. Je m'installai sous la couverture. Je respirai calmement. Je recommençai à tousser. Décidément, cette pneumonie me perçait la poitrine avec ses brisures de verre heurtant mes poumons. 3 semaines étaient passées depuis que Camille m'avait appris la mort de Timothée. 3 semaines de journées de travail monotones. À mesure que l'on s'avançait dans l'hiver, le froid s'était intensifié. Je repensais à la tenue que je portais le jour de mon retard à mon travail. Je ne m'étais pas assez couverte et j'avais attrapé froid. Moi qui pensais que cette grippe me passerait au bout de quelques jours, elle se métamorphosa subrepticement en pneumonie. Voilà qu'elle se mit bientôt à pomper toute mon énergie. Tous les médicaments que j'avais pu avaler jusque-là ne servirent à rien. Elle ne voulait pas qu'on la déloge de son cocon humain. Vu qu'aucun médecin ne daigne ouvrir le dimanche, j'ai dû intégrer l'hôpital en urgence ce matin. Après avoir attendu une demi-heure au milieu des malades, on s'occupa rapidement de moi. Le diagnostic fut posé. Vous êtes atteinte d'une pneumonie. Je vais vous faire prescrire des antibiotiques. Il vous faudra rester chez vous pendant 10 jours et bien vous reposer. Évitez tout effort inutile et n'hésitez pas à consulter votre médecin si aucune amélioration ne se fait sentir. Peu après, on m'invita à quitter les lieux. Mes parents m'y avaient emmené en voiture. En effet, je ne me sentais pas la force de prendre le métro dans cet état. Que vais-je bien pouvoir faire maintenant ? Rien qui ne me fasse trop bouger. Je ne tenais en aucun cas à ressentir de nouvelles crampes au niveau de mes abdominaux. Rien que cette idée me faisait frissonner. Je regardais autour de moi. Seule ma tête se tourna en direction de mon téléviseur. Je n'avais pas à regarder la télé depuis longtemps. Et malgré cela, je n'en ressentais toujours pas le besoin, ni l'envie. Entre le téléviseur et moi, se trouvait une table basse sur laquelle reposait mon bonsaï. À part lui, rien d'autre n'y figurait. Je n'avais rien de mieux à faire pour me divertir que de penser. Cela au moins ne me demandait pas trop d'énergie.
La petite voix dans ma tête commença à débiter un monologue. Le médecin que j'avais vu ce matin attira son attention. Celui avec le crâne dégarni et les lunettes d'avant-guerre. Ce médecin avait eu beau être poli et courtois, lorsque je l'avais regardé m'ausculter, je n'avais pu m'empêcher de comparer ses yeux à des œufs durs. Cela m'avait répugné, au point que je m'étais sentie nauséeuse. Ce dernier, après avoir clamé le diagnostic, me donna l'ordonnance puis une poignée de main, et me conduit jusqu'à la porte. À peine 10 minutes s'étaient écoulées. Cela ne m'avait pas embarrassé plus que ça sur le moment, mais en y repensant, ce rendez-vous était la preuve que la société manque véritablement de philanthropisme. L'argent et les contacts, voilà ce qui intéresse le monde. Les gens ne souhaitent plus comprendre mais savoir. Ils sont tous superficiels et vénaux. Ils le restent, ils en meurent. Et pourtant, le sens de la vie n'est-il pas de donner ? Donner notre temps, donner notre vie, donner naissance ? Ce médecin n'a pas cherché à me comprendre. La seule chose qui l'intéressait était d'encaisser mon chèque et de passer au client suivant. Il ne m'a pas traité comme une fin en soi, mais comme un moyen. C'est ce qui a déclenché mon malaise. Un malaise toujours moins pesant à force de le vivre. Mon esprit s'anesthésie lentement. Une part de moi résiste encore, mais pour combien de temps ? Voilà des pensées bien noires. Est-ce le mal en moi qui me fait dire ces choses-là ? Non. Tout ça est bien trop réfléchi pour ne pas être pensé. J'en ai assez de tous ces anesthésiés. Je veux une vie purement sentimentale. Je veux vivre la véritable dépression et le terrible bonheur. Vivre, ce n'est pas assez pour moi. Mon corps entier désire exister. Ces pensées me procuraient des frissons. Je sentais mes émotions s'infuser en moi, ma puissance s'éveiller. Seulement, j'étais seul et je ne me sentais pas la force de changer le monde. D'autres personnes s'y sont attelées avant moi, en vain. Le système actuel sait se défendre, et moi, qu'ai-je pour le combattre ? Je retombais rapidement dans ma mélancolie. Mon esprit redevenait aride. Pourquoi tout cela me traverse l'esprit ? Que devrais-je faire ? La petite voix se tut. Ma vie a perdu son sens. Je n'arrive plus à décrypter les signaux qu'elle m'envoie. Quelqu'un peut-il m'aider ? J'en ai assez de cet état transitoire. Je suis fatigué des questions qui demeurent sans réponse. Je ne me reconnais plus dans ce que je fais. Parfois je crois devenir folle. J'ai peur qu'un jour tout cela me fasse commettre une bêtise. Tellement de choses ont changé ces dernières années. Je me demande comment tous les autres auraient réagi à tout cela. Comment auraient-ils surmonté ces épreuves ? Ai-je fait les bons ou les mauvais choix ? Quand bien même je pourrais le savoir, il serait toujours trop tard pour changer le passé. Mes paupières voilèrent mon iris. Quand je rouvrais les yeux, j'entendais le bruit de l'huile sur le feu. Un nuage d'odeur prenait d'assaut mes narines. À en croire mon odorat, il s'agissait d'escalopes. Ma mère préparait le repas, tandis que mon père lisait le journal assis sur une chaise de salon. Les sacs de courses figuraient encore sur la table. 3 assiettes y avaient été préalablement disposées. Cela devait faire moins d'une demi-heure que mes parents étaient rentrés. J'avais du mal à me remettre en position assise, mais je finissais quand même par y parvenir. Ma mère arriva avec, dans les mains, une casserole de pâtes et une poêle d'escalope, baignant dans la crème fraîche. Après s'être soigneusement débarrassée de ce qui l'encombrait, elle déclara : « À table !» Cela faisait longtemps que je n'avais pas mangé avec mes parents. Je venais seulement de réaliser à quel point leur présence m'avait manqué. Comme à son habitude, ma mère m'avait servi. Mon appétit n'était pas grand, mais il était présent. Mes parents mangeaient bien plus rapidement que moi. Ils avaient terminé leurs assiettes bien avant que j'aie avalé la moitié de ce que contenait la mienne. Je calais. « Tu sais, Tania, lâcha ma mère, si tu t'ennuies, je peux toujours te ramener un livre de la bibliothèque. On a reçu des nouveaux bouquins le mois dernier. »
Je pensais que l'île mystérieuse de Jules Verne pourrait te convenir. Une vraie bibliothécaire dans l'âme, ma maman. Toujours prête à bazarder des ouvrages dans les mains de potentiels lecteurs. Mais là, il s'agissait de Jules Verne. Je n'ai jamais été emballé par cet auteur. Rien de ce que j'avais pu entendre des 20 000 lieues sous les mers me prédisposait à aimer son œuvre. Même si je considérais le capitaine Nemo et son Nautilus comme des éléments importants de la littérature, une fiction écrite au XIXe siècle, se passant en grande majorité dans un sous-marin, me rebutait plus qu'elle me plaisait. J'eus beau expliquer mes raisons, ma mère insista. Moi non plus, je n'ai jamais été une grande admiratrice de Jules Verne, mais je t'assure que ce livre m'a laissé bouche bée. Dans cette fiction, Verne nous montre tout son talent. Le sujet, les rebondissements, ainsi que les détails sont impressionnants. Je t'assure que ce livre mérite ton attention. Il te fera sûrement changer d'avis sur son auteur. Ma mère n'était pas du genre à imposer ses choix. Si elle insistait autant, c'est que ce livre devait vraiment être spécial. Finalement, j'ai accepté la proposition de ma mère. Elle avait attisé ma curiosité. Chacun aidait comme il le pouvait au débarrassage de la table. Je ne voulais pas de fromage ni de dessert. Mon père si. Il ne pouvait pas s'en passer. Pour lui, repas signifiait entrée, plat et dessert. Sans cette combinaison, il ne considérait pas ça comme un repas véritable. Je sortais de table pour aller me rallonger sur le canapé. J'avais beau me reposer, je me sentais toujours fatigué. Mon corps n'emmagasinait plus l'énergie. Certains souvenirs d'enfance remontaient à la surface. Mon état me rappelait les fois où, étant petite, j'étais restée à la maison avec ma mère. La joie de savoir que je n'irais pas à l'école suffisait pour me soigner à moitié. Tout le monde devenait plus attentionné avec moi. Pourquoi savoir que je n'irai pas au travail demain me soulage-t-il autant? Ma mère me tendit une tasse de thé, puis s'assit sur le fauteuil d'à côté. Ton père et moi avons fait les courses. Tu devrais en avoir pour 2 semaines, si ce n'est plus. Elle but une gorgée de sa tasse, puis continua. Nous n'allons plus tarder. Tu connais ton père. Elle plissa ses yeux en direction de la table, là où était assis mon père. On repassera la semaine prochaine pour s'assurer que tout va bien. J'en profiterai pour te ramener le fameux bouquin. Surtout, au moindre problème, tu nous appelles, c'est compris? Elle essaya de prendre un air sévère qui lui seyait mal au visage. Je répondais par l'affirmative. C'était clair que personne ne m'embrasserait pour me dire au revoir. Mon père fut le premier à reprendre ses affaires pour sortir. Ma mère le suivit de peu. En guise d'au revoir, ils agitèrent la main dans l'air, chacun leur tour, puis fermèrent la porte. Je passai le reste de l'après-midi sur le canapé, à dormir et à regarder le plafond, pensive. Le soir venu, je réchauffai les restes du déjeuner au micro-ondes et mangeai dans un silence absolu. Parce que je n'étais plus libre de mes mouvements, j'avais l'impression d'être devenu végétal. Le dîner se termina rapidement et l'assiette trouva sa place dans le lave-vaisselle. Il était temps d'aller prendre une douche, puis de filer au lit. L'eau enleva la couche de souvenirs qui s'était accrochée à ma peau, à la manière de tiques dans les hautes herbes. Je renaissais. Pendant la nuit, je me réveillais à cause d'affreuses douleurs respiratoires. Je n'arrivais plus à trouver de position confortable. J'avais trop chaud pour me rendormir. Je découvrais mes jambes. L'air frais emporta la chaleur qui me gênait tant. Mes yeux lentement se fermèrent. Le lendemain de cette nuit épuisante, j'eus beaucoup de mal à sortir de mon lit. Je n'avais pas arrêté de me retourner. Je m'étais bien levé un moment, mais ma détermination s'était envolée et je m'étais remise dans le lit. Mon corps tout entier était poisseux. Une douche s'imposait. Je prenais mon temps pour me remettre sur pied et parcourais le contenu de mon armoire afin de choisir des vêtements confortables. Je voulais pouvoir effectuer chaque mouvement de la journée avec la fluidité d'une danseuse classique. Voilà, c'est la fin de la première partie du chapitre 6.
Si tu as écouté jusqu'ici, sache que je t'apprécie. Suis-moi sur les réseaux, parce que c'est là-bas que je publie les infos sur mes nouveaux projets. Je te mettrai les liens dans la description. Et pour finir, profite de ta vie, et je te dis à bientôt.